Bonjour. Je vous laisse commencer. Oui, et puis je enchaîner, dirais... enchaîner. Non, mais je dirais que vous êtes pour la discussion. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer ce symposium que je suis très heureuse d'animer, qui se tient aujourd'hui sur l'impulsion de Bernard Gols, que je remercie et qui nous fera le plaisir d'être présent avec nous pour discuter de ce travail. Donc, nous avons fait le choix de vous présenter un symposium très clinique, illustré par notre pratique de thérapeute parent-bébé, pour décliner les indications contemporaines auxquelles nous sommes confrontés dans notre travail quotidien. Et surtout une réflexion sur la manière dont nous pouvons transformer un petit peu les outils que nous avons à notre disposition dans ce travail. Alors nous allons présenter des situations cliniques qui vont s'appuyer pour la première sur une thérapie parent-bébé d'orientation psychanalytique et pour les suivantes sur un travail mené en thérapie de guidance interactive avec vidéo feedback. Donc il ne s'agit pas du tout d'opposer ces deux techniques, mais de souligner les moteurs et les limites de chacune de ces pratiques. Nous passerons rapidement sur la description de la méthode de travail dans les thérapies psychanalytiques, mais Marie-Joëlle Hervé, puisque Sandra Rusconi n'a pas pu être parmi nous, nous fera une description plus précise de la technique de guidance interactive. Je résume simplement en disant que dans les thérapies parents-bébés psychodynamiques, c'est la recherche du conflit psychique et de ses projections sur l'enfant qui est au cœur du travail, alors que dans la guidance interactive, la voie d'entrée est vraiment interactive par l'observation directe du jeu et de l'interaction parent-bébé. Alors, quelques mots, si notre propos aujourd'hui est un propos vraiment de clinicien, nous développons aussi par ailleurs des recherches concernant ces deux techniques. Et si je rappelle ici les 4 phases de l'évaluation des recherches en psychothérapie, la légitimation, la compétition, quelle thérapie serait la plus efficace, la prescription, quelle forme de psychothérapie est efficace pour quel patient, et la compréhension, qu'est-ce qui permet que ces thérapies fonctionnent. Vous verrez que notre propos s'adresse plutôt à des discussions autour des 2 derniers points, entre la prescription et la compréhension. La recherche concernant les thérapies mère-bébé connaît un nouvel essor. Je citerai 2 travaux récents importants. Une méta-analyse de Barlow en 2015 qui, partant d'une base de 2000 articles publiés sur les bases de données internationales, n'a pu en extraire que 8 qui présentent vraiment des études cliniques randomisées avec des bons critères méthodologiques et qui donc peinaient un petit peu à dégager des critères d'évaluation pertinents. Et puis le travail de Fonagy en 2016 sur l'évaluation de l'efficacité d'une thérapie parent-bébé qui a pu montrer son efficacité sur les représentations parentales, sur la thymie maternelle et l'allègement de la dépressivité maternelle, mais qui, là encore, n'a pas pu montrer d'effet direct sur le développement de l'enfant ou sur l'interaction. Donc on voit bien que sur le plan de la recherche, on a encore à affiner nos outils pour bien pouvoir discriminer ce que l'on va retenir comme critère d'évaluation. Mais la clinique, peut-être, c'est le propos aujourd'hui, peut nous apporter déjà des pistes. Alors, comme vous le voyez, nos questions vont être qu'est-ce qui marche pour qui, auquel on rajouterait comment, et puis surtout quand, puisque notre propos n'est pas d'opposer différentes techniques, mais de pouvoir aussi réfléchir à des prises en charge qui peuvent être séquentielles, avec des outils différents, qui vont avoir des focus différents, des indications différentes, qui peuvent tout à fait s'articuler dans une même prise en charge pour une famille. Voilà, donc nous allons décliner différentes situations. Elsa Stora va commencer en évoquant un certain nombre de questions qui se posent à nous dans notre travail de thérapeute d'orientation psychanalytique dans les thérapies parents-bébés lorsque les parents sont séparés. De quelle manière, alors qu'ils viennent souvent consulter ensemble, cela modifie un petit peu les objectifs qu'on peut se donner dans ces thérapies et le focus. Et elle montrera à quel point le soutien, la lance coparentale est une étape tout à fait importante de ce travail. Puis Christine
Céline Devigne nous présentera une situation autour du traumatisme périnatal et comment l'interaction, puisqu'elle parlera d'une situation en guidance interactive, permet malgré tout d'accéder très rapidement à ces représentations autour du traumatisme. Lisa Hous déclinera comment elle utilise cette thérapie de guidance interactive spécifiquement avec des enfants présentant un trouble autistique, spécifiquement avec les parents d'enfants présentant un trouble cystique. Moi, je reviendrai vous parler d'une thérapie dans laquelle j'utilise aussi cette technique pour un enfant présentant des troubles du comportement. Et pour terminer, Paola Velasquez nous montrera comment la technique de guidance interactive peut venir soutenir une alliance avec les familles, y compris dans des situations somatiques vraiment extrêmes avec une pathologie qui peut mettre en péril l'enfant. C'est probablement une évidence pour vous, mais sur le plan éthique, ça nous rassure de pouvoir vous redire que bien sûr les vidéos sont confidentielles, les parents ont donné leur accord pour qu'on les partage avec vous, mais bien évidemment pas pour qu'elles soient diffusées ailleurs. Voilà, donc je donne la parole à Elsa Stora pour commencer cette première illustration clinique. Oui. Non, l'autre côté, je pense que tu as besoin de ça avant. Oui. Non, je t'ai regardé ça. Comme ça. Voilà, this one. Diaporama, présentation Conjapo, toc toc. Passer les diapos, après j'ai appuyé les flèches là. Les flèches là. Un petit bip. Je ferai ça. Merci Bérangère, bonjour. Donc je vais vous présenter une situation clinique. Je tiens à préciser que c'est un travail mené conjointement avec Sylvain Missonnier qui malheureusement ne peut pas être là, mais que c'est un travail qu'on a élaboré ensemble et que voilà, il faut faire comme s'il présentait avec moi. Donc je vais vous présenter des élaborations autour d'un travail de consultation thérapeutique qui a duré environ 18 mois, à raison d'1 fois par mois à peu près, pour Marie et ses parents. Voilà, un travail de consultation thérapeutique. Marie consulte avec ses parents pour des troubles du sommeil. C'est une indication assez fréquente. Elle a 13 mois et est l'unique enfant de ce couple et pour chacun de ses parents. Les parents se sont séparés avant la naissance de Marie pour des raisons qui resteront énigmatiques tout le long de ce travail. On aura à quelques moments des éléments d'information, mais jamais on ne pourra vraiment investiguer avec eux les raisons de leur séparation. Et ils seront toujours ensemble au moment des consultations. Ils montreront d'emblée une conflictualité aiguë entre eux, ainsi qu'une dissymétrie entre une position apparemment très solide de la mère dans la relation avec Marie, dans une dyade extrêmement serrée, par rapport à un père qui se montre plutôt victime et soumis, en quête d'une reconnaissance impossible de sa place de père auprès de Marie et surtout auprès de la mère de Marie. C'est un monsieur qui présente un fort bégaiement et dont Madame dira à un moment donné que pour elle, il y a manifestement des bénéfices secondaires à ce bégaiement qui permet à monsieur de se présenter comme une victime. Le premier temps de ce travail consistera à leur proposer un espace à 3, pour eux 3, au sein duquel chacun a le droit de s'exprimer, où la parole est prise en compte, où l'agressivité peut potentiellement se déployer et circuler sans être destructrice. Ils mettront un certain temps à s'en saisir et à pouvoir l'utiliser. Les missiles fusent, chacun reprochant à l'autre une absence de communication autour de Marie et entre eux. Marie est une enfant qui se présente de manière plutôt chétive, silencieuse, peu animée, assez fragile, dans un lien extrêmement fusionnel avec sa mère, ne laissant peu de place au père. Les consultations se passent toujours de la même manière.
un très long temps de silence où il nous laisse assister à des retrouvailles entre Marie et sa mère. Les consultations sont le lundi, donc le lendemain du week-end, et par hasard, il se trouve que ça tombe très souvent des week-ends que Marie a passé avec son père. Donc les retrouvailles entre Marie et sa mère commencent dans la salle d'attente et se prolongent pendant une bonne partie du début de la consultation, mettant en exergue le lien fusionnel, la parfaite entente entre Marie et sa mère, au détriment du père qui assiste très passivement à cette scène. Puis, petit à petit, l'un ou l'autre des parents prend la parole et rapidement le ton monte jusqu'à l'explosion d'agressivité entre eux, accompagnée par des manifestations de souffrance de Marie qui cesse alors de jouer, a des manifestations de retrait, peut se mettre à pleurer et va systématiquement se réfugier dans le corsage de sa mère qui l'allaite encore. Et Marie va se servir. Elle se jette sur les genoux de sa mère, elle ouvre son chemisier et elle se met à téter. Nous sommes alors, en tant que thérapeutes, sollicités dans notre fonction qu'on va leur présenter, leur proposer comme une fonction casque bleu, autrement dit de paratonnerre, pour protéger Marie de ses identifications projectives pathologiques. Aux environs de la 5e consultation, un changement se produit, car celle-ci va démarrer par un jeu triadique proposé par Marie elle-même. Elle est assise avec ses parents autour d'elle et elle va initier un jeu de balles qui va pouvoir circuler parmi eux 3 et que les parents vont très rapidement s'approprier. L'espace transitionnel prend forme et commence à acquérir les qualités de contenance et de métabolisation attendues. Les parents se montrent réceptifs à ce jeu et nous assistons là vraiment à la co-construction de cet espace transitionnel où complicité et interactivité sont à l'œuvre. Donc pour ce premier temps de travail, on pourrait dire que ces 5 premières consultations, donc environ sur 1 mois et demi, 2 mois, sur 6 mois à peu près de travail, a marqué le temps de la construction de cet espace et la possibilité de formaliser notre fonction casque bleu, c'est-à-dire de réceptacle en fait de ces identifications projectives pour permettre la construction d'une coparentalité au-delà de la séparation du couple. Ensuite, on a vu évoluer le travail vers autre chose, un deuxième temps qu'on a appelé de cette consultation, qui a marqué le point de résistance. Dans le transfert, nous étions devenus leur cible d'attaque. Grâce à notre fonction casque bleu, nous pouvions recevoir ces cibles, ces missiles de violence, ces paroles extrêmement destructrices. Mais nous sommes devenus dans le transfert la cible même de destructivité, nous sommes devenus l'objet de leur destructivité, ce qui a représenté là une des limites de ce travail. Un jour, Madame, donc c'est une deuxième consultation pivot, Madame arrive en brandissant le communiqué du 1er octobre 2012 de la WAIM France sur la garde alternée. Ce communiqué qui atteste l'importance d'une figure d'attachement maternel unique. Et elle est persuadée que nous partageons son point de vue. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a pris Sylvain Missonnier vraiment à partie, puisqu'il a été un des co-écrivains de ce communiqué, le prenant vraiment à partie dans ce qui devait aussi probablement représenter d'une figure comme ça masculine. Et voilà, il a expliqué en tout cas que les positions pouvaient aussi évoluer, mais Madame était persuadée qu'on allait être d'accord avec elle et qu'elle allait pouvoir nous prendre à partie contre le père de Marie.
alors que, par ailleurs, elle pouvait tout à fait reconnaître dans la réalité la bonne relation entre Marie et son père. Nous insistons sur notre position, sur l'importance de cette triade et que chacun puisse trouver et occuper sa place. Ceci aura pour conséquence de cristalliser l'agressivité de Madame sur nous et à un niveau familial, notre fonction casque bleu se renverse et nous devenons l'objet à ce moment-là des identifications projectives pathologiques et non plus seulement leur réceptacle. Nous sommes nous-mêmes devenus l'objet de destructivité. Nous assistons alors à une idéalisation des relations entre Marie et chacun de ses parents. L'intérêt de ce mouvement-là, c'est un renforcement du fonctionnement familial et une évolution positive du coparentage, mais au prix de mouvements projectifs et de clivages fortement à l'œuvre, accentuant l'écart entre bon objet, la triade, mauvais objet, les thérapeutes. À ce moment des consultations, nous avons pensé à la guidance interactive, dont vous allez avoir des extraits tout à l'heure, pour nous demander si ce type de prise en charge aurait pu venir compléter celle actuelle, sur un mode donc psychodynamique, pour désamorcer les mécanismes destructeurs à l'œuvre. Il ne nous a pas semblé, à ce moment-là du travail, opportun de le proposer, car pour chacun des parents, des éléments nous sont apparus comme des contre-indications, que je vous livre comme ça pour vous montrer aussi la complémentarité ou pas entre ces deux modes de prise en charge. Du côté maternel, des angoisses de persécution trop actives et agies dans un transfert négatif. Et du côté paternel, un risque de remise en question de cette emprise maternelle qu'il ne nous semblait pas possible de travailler à ce moment-là. Donc je me dépêche pour la dernière diapo. Synthèse et conclusion de ce travail, donc sur une douzaine de séances, environ sur 18 mois. Donc ce qui a marché, c'est la création de cet espace transitionnel qui a permis un mouvement transférentiel des identifications pathologiques projectives ou projectives pathologiques pour préserver Marie et renforcer le coparentage. Mais les limites de ce travail, ce qui nous semble évidemment le plus intéressant pour la réflexion, c'est que le cadre étant l'objet du transfert, est devenu à ce moment-là l'objet en lui-même de destructivité, comme je vous le disais tout à l'heure, sans possibilité, c'est là où il y a une nuance intéressante, de la part des parents d'introjecter cette fonction casque bleu qu'on représentait nous en tant que thérapeutes pour pouvoir eux-mêmes faire ce travail de détoxification de ces identifications projectives. Le transfert négatif s'est alors installé sur un mode de répétition à l'identique qui s'est manifesté par deux éléments importants. Une lettre d'attaque de la mère adressée au chef de service menaçant vraiment quelque chose d'assez grave puisqu'elle s'était mise en grève de la faim. La mère, en disant qu'elle continuerait tant qu'on ne lui ferait pas une véritable reconnaissance de sa place de mère et de son rôle fondamental auprès de Marie, et l'arrêt des consultations décidé par la mère contre l'avis du père. Voilà, donc pour finir, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que la psychopathologie individuelle et coparentale a imposé à ce moment-là une modalité transférentielle uniquement sous forme de projection et de clivage, qui sont des mécanismes incompatibles avec une transformation en profondeur des identifications individuelles, mais que probablement que la situation de parents séparés nous a empêchés, ou en tout cas on ne s'est pas autorisé à aller investiguer les histoires individuelles de chacun des parents en consultation comme ça de coparentalité. Voilà, merci de votre attention. Merci. Donc c'est Marie-Joëlle Hervé qui enchaîne. Il faut revenir. Voilà.
Ok, bonjour. Donc je vais vous ramener un petit peu vers... Pardon. Donc bonjour, je vais vous ramener un petit peu vers la théorie et la technique pour vous présenter les principes généraux de la guidance interactive qui sera ensuite illustrée par plusieurs cas cliniques. Donc la thérapie de guidance s'inscrit dans les interventions précoces qui sont centrées sur les interactions parents-jeunes enfants. Elle s'appuie sur quelques présupposés qui sont connus mais que je rappelle rapidement. Le premier, le fait que les interactions parents-enfants sont primordiales et constituent la matrice du développement de l'enfant. On considère également que les comportements interactifs sont non conscients, mais qu'ils dépendent des cognitions et des émotions et constituent de ce fait une porte d'entrée intéressante. Et enfin, il est important de considérer que l'enfant va influencer le parent autant que le parent influence l'enfant. Donc la deuxième grande caractéristique de la thérapie de guidance interactive est qu'elle fait partie des techniques qui utilisent le vidéofeedback. Donc ces principales caractéristiques, là un petit peu rapidement, j'y reviendrai en comparaison aux autres formes de thérapie qui utilisent aussi le vidéofeedback, donc sont les suivantes. On va partir d'un focus thérapeutique qui va être défini au préalable. Il va y avoir un jeu libre parent-enfant qui est réalisé mais dans un setting qui est contenant. On travaille sur la relation duel, mère-enfant, mais on peut aussi travailler sur la relation père-enfant. L'objectif est une résolution de la problématique relationnelle en lien avec la demande clinique et on va s'appuyer essentiellement sur le soutien des interactions positives qui vont survenir entre le parent et l'enfant au cours du jeu. Et enfin, on se situe dans le domaine de la thérapeutique et non de la prévention comme certaines zones techniques de vidéofeedback. Là, je vais passer rapidement, je passe là. Donc, la thérapie de guidance a été élaborée initialement par Suzanne McDonough. Elle s'adressait à des familles à risque multiples en difficulté pour accepter une prise en charge classique. Donc, elle s'appuie non pas sur un, mais sur plusieurs cadres théoriques, notamment la théorie systémique, l'attachement, les connaissances sur le développement précoce et les interactions. Donc il n'y a pas de référence directe au passé parental ni aux projections parentales. Le travail se fait essentiellement dans le ici et le maintenant de la séance. Il s'agit de thérapies brèves qui en général peuvent durer jusqu'à 10 à 12 séances et qui peuvent s'inscrire et qui en général s'inscrivent dans tout un autre programme thérapeutique qui peuvent venir à un moment donné d'un programme thérapeutique plus large. Donc Sandra Rusconi-Serpa, qui travaille à Genève, a importé cette technique et l'a adaptée à tous les troubles relationnels de la petite enfance. Et c'est elle qui actuellement fait des formations sur cette technique. Donc elle peut être utilisée dans les situations de troubles de la régulation et du comportement du jeune enfant, dans les situations de mère anxieuse, dépressive, borderline. Elle a pu aussi être adaptée à d'autres contextes et on verra notamment avec Lisa House une application dans une situation d'autisme où là l'objectif n'est plus de modifier les patterns relationnels dysfonctionnels mais d'aider les parents à mieux identifier les besoins particuliers de leur enfant et de proposer des réponses plus ajustées. Donc il y a peu de contre-indications. On n'utilisera pas la guidance avec un parent trop inquiet de son image sur la vidéo, avec un parent qui a des projections trop rigides sur l'enfant ou dans le cas de conflit trop important entre les parents, le conflit devant être abordé au préalable. Donc la guidance interactive va se centrer sur l'observation et l'analyse des interactions parents-enfants avec plusieurs objectifs: renforcer les compétences des parents, augmenter leur sensibilité aux signaux de l'enfant, modifier les patterns interactifs dysfonctionnels que l'on a pu repérer et enfin aider les parents à avoir du plaisir avec leur enfant. Donc on va s'appuyer, comme je l'ai dit, sur un focus thérapeutique qui va être défini au préalable. Ce focus est un pattern interactif parent-enfant dysfonctionnel relié aux symptômes ou aux problèmes de l'enfant. Donc, les cas cliniques qui vont être présentés vont permettre de mieux préciser ce que peut être ce focus. On peut déjà donner quelques exemples. Ça pourrait être de développer les capacités d'observation, la capacité réflexive du parent, aider le parent à s'ajuster aux besoins de l'enfant en diminuant le contrôle, la surstimulation par exemple, ou au contraire soutenir l'engagement avec un parent sous-stimulant, et puis etc. Là, je vous dis, les cas cliniques seront beaucoup plus parlants. Donc, en ce qui concerne le cadre et le matériel, on utilise un matériel vidéo qui est visible.
On enregistre les échanges pendant le visionnement pour la supervision. Les jeux utilisés doivent bien sûr être adaptés à l'âge de l'enfant et à la sollicitation interactive plutôt qu'à la sollicitation symbolique. Le jeu se fait au sol, on prend cependant en compte le confort du parent et le setting peut être modifié en fonction. Enfin, le thérapeute reste présent dans la salle pendant le jeu en se mettant au même niveau que le parent. Alors, les différents temps d'une séance type, on commence d'abord par un temps d'entretien autour des préoccupations des parents qui va permettre de cibler les objectifs et le focus de l'intervention. Puis va suivre une séquence de jeu parent-enfant qui dure à peu près 5-10 minutes et qui est filmée. Le thérapeute observe sans intervenir le plus souvent. Dans certains cas, il peut y avoir des modalités d'intervention du thérapeute dans le jeu. Des questions sont ensuite posées aux parents à la fin du jeu, notamment est-ce que c'est un jeu typique de ce qui se passe à la maison? Est-ce que le parent a été surpris par quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment qu'il a préféré, qu'il a moins aimé? Est-ce qu'il a pris du plaisir? Est-ce que l'enfant a pris du plaisir? Donc ces questions sont importantes parce qu'elles vont permettre d'affiner et d'ajuster si besoin le focus thérapeutique. Ensuite vient le temps du visionnement avec le parent qui se fait en présence ou pas, mais en général en présence de l'enfant et de préférence juste après le jeu. Et il y a ensuite un temps de conclusion. Donc je vais plus détailler maintenant le visionnement. Donc quelques séances courtes de jeu vont être choisies par le thérapeute et visionnées avec le parent. Donc pour choisir ces extraits, on commence par repérer, le thérapeute repère lui les comportements qui doivent être modifiés et va sélectionner ensuite des séquences positives en lien avec ce comportement à modifier, qui vont permettre de soutenir une relation plus satisfaisante. Donc les séquences à sélectionner seront toute interaction harmonieuse avec des effets positifs, un maintien de l'échange, une tonalité affective positive, ou alors toute séquence qui va permettre notre regard du parent sur ses propres compétences ou celles de son enfant. Les difficultés sont abordées dans un second temps. Dans certaines situations, et je pense que sûrement la situation de Bérangère permettra de l'illustrer, donc notamment les troubles du comportement, il est nécessaire d'aborder plus rapidement ce qui pose problème aux parents. Donc certaines séquences sont par contre à exclure. On ne montrera jamais de séquences qui peuvent être interprétées comme une disqualification des compétences parentales, ni des réponses ou initiatives du parent qui seraient non ou anticontingentes. Donc le visionnement avec le parent est avant tout une co-construction, c'est-à-dire que le thérapeute et le parent vont observer ensemble les comportements de l'enfant et du parent. Et le thérapeute va soutenir le parent pour qu'il décrive ce que le parent fait, ce que fait l'enfant, on est là au niveau des actions, ce que le parent ressent et ce que ressent l'enfant, on est au niveau des affects, et enfin ce à quoi pense le parent et ce à quoi pense l'enfant, on est au niveau des cognitions. Donc selon les situations et les focus, plusieurs axes vont pouvoir être travaillés. Parents et thérapeutes vont pouvoir échanger sur le fonctionnement de l'enfant, son rythme, son niveau de développement, ses réactions émotionnelles. Le travail peut être axé sur la communication interpersonnelle. Qui prend l'initiative de la communication? On est là plus dans la question du contrôle, les tours de rôle, le rythme des échanges. On peut travailler sur la fonction réflexive du parent. Pour cela, on peut poser des questions du type comment le parent comprend tel comportement, qu'est-ce que l'enfant avait dans la tête, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il ressentait, etc. Et on peut aussi être amené à transmettre des informations d'ordre développemental à propos des besoins de l'enfant et des compétences attendues. Donc c'est la dernière. Depuis que nous utilisons la guidance, nous sommes toutes frappées, ou tous, par son intérêt et son potentiel de changement. Donc le visionnement des images facilite beaucoup la prise de conscience et l'accès aux émotions. Il permet un travail à la fois sur les actions, les émotions, les représentations et leurs connexions. Il permet aux parents de faire l'expérience de l'effet de ces comportements sur l'enfant et réciproquement de l'effet des comportements de l'enfant sur lui. Et enfin, on s'appuie sur le renforcement positif et sur un travail sur les ressources du parent et de l'enfant. Voilà, donc je vous remercie, puis je vais passer maintenant la parole à Christine. C'est ça ? Alors... je te laisse faire. Oui, tu vas être grande. Alors, bien sûr. Génial.
Formidable. Je regarde. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter une des premières illustrations. On va vous en présenter 4. Je vais présenter la première. C'est un travail que j'ai effectué dans le cadre de mes fonctions à l'unité de pédopsychiatrie périnatale à Montreuil, qui est une unité qui dépend de l'hôpital de Villévrard, un hôpital psychiatrique donc en région parisienne, dans lequel j'exerce en tant que psychologue. Je vais vous présenter cette première illustration concerne une maman qui, je le découvrirai en fait avec la guidance, qui était très traumatisée par son accouchement, la prématurité de celui-ci et l'handicap de son fils. Donc voilà, je vais vous présenter ce travail brièvement. Voilà. Pour commencer, je voudrais vous dire 2 mots de cette situation. Donc Samy et ses parents. C'est le premier enfant du couple. C'est une naissance qui a été prématurée à 6 mois de grossesse. Et nous avons rencontré la maman et son fils quand l'enfant avait 6 mois, c'est-à-dire 3 mois en âge corrigé. La symptomatologie nous est apparue extrêmement préoccupante dès le premier entretien, du côté du bébé qui présentait une dysmorphie du crâne, une hypotonie, des mouvements ralentis, une étrangeté du regard. Du côté de la mère qui avait des propos confus et de brusques manifestations émotionnelles. Et enfin, on savait que dans le lien mère-bébé, c'était compliqué puisque c'était une PMI qui nous avait adressé la situation et qui nous avait fait part des pleurs inconsolables du bébé. Nous avons commencé par un suivi assez classique avec des consultations thérapeutiques auxquelles la mère s'est rendue de façon très irrégulière. Nous avons néanmoins réussi à mettre en place un suivi en psychomotricité et puis par la suite, bien plus tard, un suivi en orthophonie à l'extérieur. Et nous en étions à orienter la famille vers un CAMS, c'est-à-dire donc une structure spécialisée dans le soin psychique psychomoteur auprès des enfants handicapés. Contexte et objectif de cette thérapie de guidance interactive. Voilà comment nous est venue l'idée. Nous avions observé de graves discordances entre les émotions que pouvait exprimer Samy à certains moments et les réactions comportementales et émotionnelles de sa mère qui étaient non seulement inappropriées mais franchement discordantes et majoraient donc la détresse de Samy. Par ailleurs, nous faisions l'hypothèse que Samy avait plus de capacités intersubjectives qu'il n'y paraissait, malgré le handicap. Et moi, je l'avais testé au cours d'un jeu. J'avais vu qu'il était plus malin qu'il n'y paraissait. Et par ailleurs, nous faisions l'hypothèse que la maman, qui était quand même très impliquée dans la relation, même si elle était mal ajustée, qu'elle avait des capacités à s'ajuster aux besoins émotionnels de son fils. Donc c'était un peu un pari, hein. Notre focus, ça vient dans ce que disait ma collègue tout à l'heure, notre focus là c'était aider la mère à repérer et à comprendre les besoins émotionnels de son fils Samy et l'aider à s'y ajuster. Le traumatisme maternel et ses effets perturbateurs vont apparaître dès la naissance. Quand j'ai commencé le travail, je ne savais pas quelle pouvait être l'origine des discordances que j'observais. Et ça va m'apparaître tout de suite, elle va me l'amener. Donc d'abord, dès le début du jeu, le premier jeu qu'on fait, je vais vous montrer après un extrait, dès les premières minutes, on voit qu'il y a des éléments traumatiques qui font irruption dans le jeu. Ensuite, en creux, dans les commentaires que feront la maman juste après ce premier jeu, puisque tout ce qu'elle va pouvoir me dire, c'est « j'aime bien quand il est calme comme ça, quand il ne fait pas de crise ». Et elle ne peut rien me dire d'autre sur ce temps de jeu. Et puis, troisième chose, pendant le visionnement du jeu que je vous présenterai également tout à l'heure, je vous présenterai un petit extrait, la mère va tout de suite amener des projections massives. Voilà, donc je vais vous présenter tout d'abord... Je te laisse jouer avec maman. C'est quoi ça? Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Ah, voilà, c'est un bébé. Où ça? Il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé, c'est bien. Non, encore, vas-y. Tiens. Allez. Non, j'adore. Tiens, je prends. Comme ça. Voilà. Et là. Il n'est pas cassé. Je tiens. Vas-y, je le mets là.
Là, comme ça, chou. Regarde. Comme ça. Il ne faut pas tourner comme ça. Ouais. Je vais voir, Fanny. Voilà. Alors, vous avez vu, lors du jeu, la mère... Alors, elle est difficile à comprendre. J'espère que vous avez pu lire les sous-titres. Lors du jeu, la mère s'interpose d'abord verbalement dans les manipulations exploratoires de son fils en lui disant « il n'est pas cassé ». Ensuite, elle va s'interposer de façon comportementale, physiquement, en lui prenant carrément des mains le petit personnage et elle le manipule elle-même pour lui montrer ce qu'il faut faire tout en commentant. Donc toujours avec l'idée que son fils pense qu'il est cassé. Les conséquences, c'est que la dynamique exploratoire de Samy est interrompue. On voit que ce petit garçon ne proteste pas. Il aurait pu râler par rapport à l'intervention de sa mère. Il ne proteste pas, mais il se détourne. Et donc, au final, il n'y a pas de playing, d'installation de jeu, au sens de playing, entre la mère et son bébé. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'elle dit au moment du visionnement. Comment elle, voilà, ce qu'elle va me dire. Je vais vous montrer 2 temps. Le premier, je suis juste en train de chercher ce que je vais lui montrer, et vous allez voir comment elle réagit. Et le deuxième moment, je m'arrête plus particulièrement sur une image au début de la consultation, du visionnement. Je vais la faire parler, puis vous allez voir comment je découvre peu à peu ce qu'elle a dans la tête. Alors, il y a juste que... Ah non, attendez. Je reviens en arrière, zut. Ah, ça doit être là que je le mets en route, pardon, hein. Voilà. Ah non, pardon, vous pouvez comment je mets ma vidéo là? Pourquoi elle ne démarre pas? Un petit souci. Attends, je reviens en arrière, c'est pas ça, c'est là, ça devrait démarrer. T'as cliqué dessus. Je vous laisse jouer. Voilà. C'était ça le début. Voilà. Parce qu'il est cassé. Je fais un arrêt sur l'image. Il a un regard très expressif, on me dit. Ah oui. Parce que là, qu'est-ce que vous lisez, vous, dans son regard? Il a vu les photos de la caméra, oui. lui. Oui. En même temps, il a gardé ça, il a pensé qu'il est cassé. Comme ça, j'ai dit, lui, il n'est pas cassé. Regardez comme ça. Regarde-moi, c'est-à-dire, comme lui, il a la raison. Voilà, vous comprenez, je pense, quelle a été ma surprise à ce moment-là. Hein. On n'a pas compris. Ah, vous n'avez pas compris ce que disait la maman? Alors, donc, la mère dit tout de suite, quand elle aperçoit l'image de Samy manipulant le petit personnage, moi je suis juste en train de chercher ce que je vais lui montrer, elle dit, c'est parce qu'il est cassé. Donc, moi, je vois qu'il y a une projection maternelle qui est massive et je me demande ce qui est cassé dans la tête de la mère. Enfin, je pense que c'est le bébé qu'elle attendait qui est cassé, mais ça, on n'en dit rien en guidance. Ensuite, quand je reviens sur le visage de Samy au début du jeu, à ce moment-là, ce que je voudrais, c'est qu'elle puisse voir que son fils, il est en détresse face à la caméra. Et c'est pas ce qu'elle me dit. Elle reste envahie par l'image du jouet cassé et surtout, elle dit... Il a regardé la caméra et après, il a regardé le jeu, il a pensé qu'il était cassé. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il n'était pas cassé. Parce que quand il est comme ça, après, il va... qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, en gros, il va se battre avec moi. Et c'est lui qui a raison. Il va dire que c'est lui qui a raison, il va se battre avec moi. Je vous montre qu'un extrait, mais elle va me le dire pendant un quart d'heure, hein, ça. Et on voit même une scène où l'enfant est en train de la taper, quoi. Elle me le dit, elle me le montre des mains. Donc... Voilà. Donc elle anticipe une colère de son fils et un rapport de force. Et elle est évidemment dans l'incapacité totale de voir que son fils est en détresse et qu'il est inquiet par cette caméra. Donc c'est moi qui vais lui proposer ça. Après qu'elle soit revenue à plusieurs reprises sur les colères de son fils, mais j'y passe 20 minutes, hein, je vais pouvoir lui dire que peut-être son fils est inquiet à ce moment-là parce qu'il n'a jamais vu une caméra. Elle va d'abord refuser une première fois ma proposition. Mais je vais y revenir en disant, mais peut-être que quand il a ce regard, vous pouvez, je lui fais comme ça, vous pouvez avoir l'idée que peut-être là, en fait, il est inquiet. Et comme il y a un bon transfert, elle va accepter de
recevoir ce que je lui dis. Il va me dire « Ah bon, d'accord, peut-être c'est toi qui as raison », il me dit. Il va s'en suivre un apaisement du climat émotionnel dans la séance, tant chez la maman dont les propos seront beaucoup plus tranquilles et moins confus, que chez Samy qui va venir vers nous autour d'un visionnement d'un moment agréable du jeu. Donc là, on va avoir un très joli moment d'attention conjointe à 3 autour du visionnement. Vous voyez que c'est un travail qui aura été effectué pas à pas. Ça, je ne vais pas le développer, je vous l'ai déjà dit. Après ce travail inaugural sur la projection maternelle d'un bébé agresseur et dominateur, 6 autres séances vont suivre. La mère et son fils vont développer des réelles capacités de jeu au cours desquelles ils pourront notamment jouer l'agressivité et la détresse, la réparation et partager du plaisir. La mère sera beaucoup mieux à même de réguler les émotions de son fils et on le verra, y compris en dehors de nos séances où elle pourra repérer l'angoisse de l'étranger l'angoisse de l'étranger chez son fils quand il voit des personnes inconnues. Samy va faire des progrès développementaux considérables, notamment dans l'accès au langage et au symbolique. Il va très rapidement être capable d'imitation symbolique, c'est-à-dire 1, faire semblant, 2, avec un objet imaginaire. C'est remarquable. Donc, évidemment, ce n'est pas que la guidance. On a travaillé en psychomotricité, en orthophonie aussi, conjointement, mais la guidance a vraiment eu un effet de mobilisation considérable, parce que rien n'avait décollé avant. Enfin, en tout cas, pas à ce point-là. Ce sont des acquis qui restent fragiles et qui peuvent être perturbés, notamment en situation de stress. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, on enchaîne, on aura un petit temps, si tout va bien, pour discuter à la fin. Et donc, il y a Lisa. Lisa, c'est toi qui... C'est toi? Ouais. Non? Il est où ton truc, toi? Il est en bas. Donc moi, je vais vous parler de l'utilisation de la guidance interactive chez les enfants autistes, avec l'idée que là, justement, c'est d'aider à rendre compréhensible un enfant incompréhensible. Le vidéo feedback dans l'autisme fait partie des 3e générations de prise en charge qui se sont décalées des prises en charge comportementalistes puis comportementalistes allégées avec 2 séries de publications. La première sur la VIPP, Video Interactive Positive Parenting, et 2 publications importantes qui ont montré l'effet chez des enfants jusqu'à 5 ans sur l'intrusion parentale, l'efficacité parentale et l'initiation et l'attention conjointe de l'enfant. Et puis la publication de Green qui a montré chez des enfants à risque qui ont entre 7 et 10 mois un effet à 14 mois sur l'attention de l'enfant et son désengagement et la non-directivité parentale ainsi que les symptômes autistiques. Et puis donc tout un programme qui s'appelle PACT, Preschool Autism Communication Trial, chez des enfants toujours chez Green entre 2 et 4 ans 11, qui a montré un effet sur la synchronie des réponses parentales, l'initiation de l'enfant et son attention conjointe, sur le langage et la communication. Et la 2e publication de Pickle sur cette série a montré que ce qui pouvait expliquer les progrès en communication, c'était l'effet sur la synchronie parentale. Et ce qui était efficace sur les symptômes, c'était les effets sur la communication de l'enfant. Donc on est dans une époque où l'idée de travailler sur l'interaction parent-enfant est tout à fait importante. Et c'est dans ce contexte que j'ai proposé à un certain nombre d'enfants, j'en suis 7 maintenant, mais je vais vous présenter celui-ci, un enfant de 2 ans et 9 mois, qui est le 4e enfant de la fratrie, et c'est important parce que ça veut dire que la mère a déjà eu des enfants et qu'elle sait comment s'y prendre. Normal jusqu'à 12 mois, mais silencieux, et une régression à 12 mois, il perd son babil et il se met dans sa bulle. Il a quelques petites particularités morphologiques avec un épicanthus qui laisse penser qu'il a peut-être un trouble associé, des particularités sensorielles très envahissantes dans toutes les modalités, pas de prise en charge à 2 ans et demi. Il a donc un tableau d'autisme avec déficience et la guidance est proposée très rapidement en raison du désarroi maternel devant cet enfant qu'elle ne comprend pas et qui n'interagit pas. Je fais une première séance, il a 2 ans 9 mois et mon focus c'est d'aider la mère à repérer les signaux de son fils et de travailler sur le comportement de cet enfant. Donc je suis obligée... Alors, je vois pas le...
Oui, mais je voulais mettre un peu plus loin. Et je ne peux pas adapter. Donc c'est un enfant très difficile, une mère décontenancée. C'est son état habituel. Il y a des moments d'ouverture possibles avec un enfant un peu bizarre et vous écouterez bien ce que va dire l'enfant à la fin de la séance. Des comportements un peu bizarres. Ce « ah, maman », il le répétera 3 fois. Je suis désolée, il faut que je me mette comme ça, sinon je ne vais pas pouvoir réguler les vidéos. L'enfant le dira 3 fois, il aura fallu que je repasse 3 fois cette interaction pour que la mère l'entende. Elle n'entend pas que cet enfant dit « ah, maman ». Deuxième séance, 1 mois après, l'enfant est apaisé, mais il est toujours en difficulté. Et je vous montre la séance de jeu, mais comme il faut que je mesure à partir de quand. Voilà. Non, pas avec la bouche. Excusez-moi, il faut que je la prenne plus loin, parce que j'aurai pas le temps sinon. Non, pas avec la bouche. Derrière. Non, arrête de pleurer pour moi. Allez, vas-y, allez. Avec le pied, avec la main. Et Aaron. Quoi? On voit comment là le jeu est possible. Je suis désolée, j'ai des problèmes techniques. La deuxième reprise, le focus, c'est d'aider la mère à repérer les signes, les interpréter et reconnaître ce qui se passe à l'extérieur de la séance. Il y aura tout un travail. Avant, je me mettais dans la tête qu'il ne me reconnaissait pas. Donc là, c'est la reprise de cette deuxième séance. Ça, c'est un câlin, hein? Oui. Dis donc, t'en fais des câlins à maman, hein? Maintenant, je crois que c'est bon, il sait que je suis sa maman. Ah bon, il ne savait pas avant. Il sait que je suis sa maman. Depuis que, comme je vous avais expliqué, quand j'avais la première consultation, quand elle m'a dit qu'elle ne savait pas c'était qui sa mère ni son père. C'est là où en fait je me suis plus rapprochée de lui, j'avais des manières pas comme sur les autres enfants. Dans le sens où j'avais besoin qu'il sache que je suis toujours là pour lui, que je suis une personne différente des autres. Vous en êtes convaincu maintenant? Oui. Oui, parce que quand je suis à l'extérieur ou quoi, il cherche quelqu'un, c'est moi. Alors qu'avant, non. Avant, je me mettais dans ma tête vraiment qu'il ne me reconnaissait pas, parce que c'est vrai qu'avant, il pouvait partir n'importe où avec n'importe quelle personne. Le focus, il est triple sur ce qui se passe dans la vidéo, dans le jeu, sur ce que le parent va reprendre et sur ce qui va se passer dans l'interaction avec l'enfant, c'est-à-dire ce qui va se modifier dans la séance. Et là, je vais vous montrer un petit épisode où l'enfant va attraper la tétine dans le sac de sa mère. Je ne touche pas d'habitude, c'est moi qui le ramène à la bouche. Ah, t'as compris que maman n'était pas disponible? Voilà, en fait, je crois que je suis trop derrière lui. Oui, et on peut pas ça? Non, on peut pas faire ça. Et donc, du coup, là, il est obligé de faire tout seul. Voilà. Parce que d'habitude, je suis trop derrière lui et puis il me ramène à l'endroit où il y a la tétine, il me fait monter ma main. Donc là, il voit que vous n'êtes pas disponible présentement pour jouer avec lui. Il vient vous mordre, on l'envoie un peu oui. Et puis il se débrouille tout seul. Oui. Là, je suis étonnée, il n'a jamais touché à mon sac. Non seulement il trouve un truc dont la fonction c'est de mordiller ou de sucer, mais en plus il ne vous demande même pas d'aide. Et on voit le regard de la mère tout à fait étonnée devant cette compétence de son fils à pouvoir être autonome.
Alors voilà, je crois que je suis trop derrière lui, c'est elle qui le dit toute seule, c'est pas nous qui le faisons. Elle peut ensuite interpréter qu'un signe a plusieurs lectures et on va travailler sur la contingence et la synchronie. Le signe qui est perçu est repris dans une synchronie anticipatrice maternelle. Et là, on va voir comment, là, elle me dit qu'au fond, son fils a repoussé le camion dans le petit extrait que je vous avais montré tout à l'heure et il ne voulait pas jouer avec elle, mais il voulait repousser le camion. Alors, je vais commencer la vidéo. Est-ce qu'il vous jette les choses? Oui, et il rejette en fait, il ne veut pas... Oui, il shoot beaucoup. Elle dit il rejette le camion. Mais là, dans la petite séquence... J'ai vu ça parce que... Regardez. Il pousse, hein. Il pousse sur la voiture. Oui, c'est vrai qu'il a pris doucement, mais du fait qu'il a grogné, qu'il a pleuré juste avant, je me dis peut-être ça va avec son comportement, non? Bah, quand Aaron il veut jeter, il jette, hein. Oui. Il fait comme ça, Là, bah, peut-être qu'il veut faire les deux, hein. Peut-être qu'à la fois il lui dit ça m'intéresse pas, puis qu'il lui dit j'ai encore envie de jouer avec toi, en poussant doucement avec le pied. Il pourrait dire des choses ambivalentes comme ça, les deux intentions en même temps. Ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse de jouer avec toi. Je ne voyais pas ça comme Je sais pas. Donc, une proposition que la mère prend avec prudence. Là, plusieurs séances passent et je vous montre en septembre 2017 les progrès, une toute petite séquence brève de jeu. La première séquence, elle a... Ils rigolent ensemble. Là, la mère peut elle-même repérer les signes et leur donner des valences qui sont beaucoup plus adaptées, plus plurielles, et travailler la polysémie d'un certain nombre de... C'était ça, c'était la fin. Il est fatigué parce que tout ce qui va dans la bouche, je ne peux pas, ça y est, il est fatigué. Elle dit, il se met comme ça parce qu'il est fatigué. C'est un signe de fatigue, ça? Non, c'est pas un signe de fatigue, mais moi je dis je l'ai fatigué dans le sens où ça y est, il y en a marre que moi à chaque fois je lui enlève tout de la bouche. Ben ça, quand il fait ça à la maison, en fait, je vais sur lui, je fais des bisous par là, des bisous par là, partout. D'accord, donc ça pourrait vouloir dire maman, fais-moi des bisous. Ben maintenant, oui, parce que d'habitude je lui fais ça. Donc là, vous m'avez dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il est fatigué, puis là, vous êtes plutôt en train de me dire. Ça veut dire maman, c'est pour les câlins. Oui, après, bon, pour moi, plutôt fatigué dans le sens où ce qu'il veut plus jouer, ça. Il allait se lever du jeu. Mais là, c'est lui qui demande ou c'est vous? C'est lui. Bah ouais, c'est lui. Pour conclure, le focus là, c'était l'intentionnalité de l'enfant. La mère repère que c'est l'enfant qui sollicite, qui initie. Elle le voit elle-même. Et l'enfant devient actif dans l'interaction et en cascade, elle se reconnaît mieux dans son identité de mère et une estime d'elle-même. Je vous remercie. Voilà, donc là, on passe sur une situation de trouble du comportement. Par rapport à tout ce que vous avez déjà vu, la particularité là, de la guidance interactive dans le trouble du comportement, c'est qu'il va falloir vraiment, alors que d'habitude on essaye de soutenir vraiment dans un premier temps les moments efficients, les moments qui fonctionnent le mieux dans l'interaction, là parfois le cadre nécessite qu'on s'intéresse très vite aux aspects dysfonctionnels qui sinon vont venir entraver la possibilité même de jeu. Oui. Ah oui, ok, j'ai pas mis le diaporama, je vais le faire. Voilà. Parfait, merci. Ah, oui, pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas.
Quand on travaille avec la technique, on connaît ça aussi avec nos patients au quotidien. Elle arrive toujours après. Bon, alors je vais déjà vous expliquer les aspects techniques. J'espère qu'on aura la possibilité de voir les vidéos. Donc en tout cas, dans les troubles du comportement, c'est important d'avoir en tête aussi qu'on peut travailler sur l'interaction, même si c'est qu'une partie du dispositif thérapeutique. Il y a quelques études qui montrent à quel point l'interaction peut être modifiée dans une sur- ou une sous-stimulation. Et par ailleurs, on voit aussi comment la fonction parentale, merci. Là, mettez-le là, non? Non, non. Et là, non? Alors. Ici, là. Non? Bon, bah écoute. C'est bon, merci. Voilà, donc j'avance jusque-là. Voilà, donc ça c'est un schéma qui montre comment la fonction parentale évolue au fil du développement de l'enfant. Et bien souvent dans les troubles du comportement, on peut constater cette dysynchronie avec en particulier la phase d'autorité qui souvent est amenée trop précocement alors qu'elle ne répond pas finalement aux besoins de l'enfant sur la phase de 0-2 ans où ils sont encore dans des besoins d'attachement. On voit des parents qui sont parfois déjà dans des conduites éducatives un petit peu plus strictes. Alors là, je vais vous présenter une situation avec un garçon un petit peu plus grand que ce qu'on a vu jusqu'à présent puisque la guidance peut se pratiquer avec des enfants de tout âge finalement à partir du moment où l'engagement dans le jeu ou dans l'interaction est possible. Et là, on a fait des visionnements avec la maman seule, puisque le petit garçon n'arrivait pas à supporter l'indisponibilité dans laquelle on pouvait être toutes les deux, puisque le visionnement s'adresse vraiment aux parents. Par ailleurs, c'est un petit garçon qui, ayant ses difficultés attentionnelles, ses troubles du comportement, a été pris en charge par d'autres dispositifs. Donc là, il faudrait que vous lanciez la vidéo 1. Voilà, donc ça, c'est le tout premier jeu. La première séance. Après, il manque un. Et là, ce morceau-là, tu mets où, Mathieu? Juste la pièce. Juste à côté-là. Mais en fait, il manque un boulon. Et... Non, il manque rien, Mathieu. En fait, il faut mettre un boulon. Et voilà. C'est tout ce que... Non, regarde, tu te trompes. Tu as oublié cette pièce. Oui, ça doit être là. Oui, au-dessous. Là, regarde. Oui. Regarde, il est au-dessous. Mais pourquoi non? Si. Regarde. Là. Ok. Non, il n'est pas là. Il n'est même pas là. Oui. Regarde bien, il y a cette pièce. Voilà, donc vous voyez la dimension de contrôle de madame qui est assez important. Elle n'arrive pas à l'accompagner, elle finit par prendre elle-même le jouet. Et à la fin du visionnement, on pose des questions, comme le disait Marie-Joëlle, et donc elle exprime sa demande, sa position très paradoxale par rapport à la demande d'aide. Elle peut dire je voulais l'aider, mais c'est lui qui veut pas. En même temps, il demande trop. Et puis elle finit par lâcher. Mais mon objectif, c'est qu'il arrive à jouer tout seul finalement. Et donc elle est dans des choses très éducatives et pas dans quelque chose d'un plaisir interactif. Donc moi, mon premier focus va être comment l'aider à ne pas faire à sa place, à organiser ses actions et à petit avoir du plaisir. Mais là, cette séquence-là était assez difficile, ça dure 8 minutes à peu près sur ce même processus. Donc je vais choisir cette deuxième séquence pour le visionnement. Ok, et tu mets le boulot, tiens, et tu tires avec le carré, voilà. Non. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. Voilà, donc c'est cette séquence qu'on va regarder en premier et qui va permettre à madame, puisqu'on va l'amener à décrire elle-même les choses, de lire que là, elle l'aide
à mettre les objets dans le bon sens, qu'elle verbalise, qu'elle lui facilite les choses, mais pour que ce soit lui qui fasse. Et on ne l'a pas vu avec les petits bugs de l'image, mais à la fin, le petit garçon a un sourire et je vais aussi aider la maman à en prendre conscience. Donc elle réalise qu'effectivement, là, quand elle l'aide à faire et qu'elle le soutient, ben, il est content, il en tire un parti. Mais en même temps, elle peut exprimer au cours de ce visionnement sa difficulté. Est-ce que finalement c'est logique qu'il ait besoin d'aide? Est-ce qu'il devrait faire tout seul? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait besoin d'aide? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit plus autonome? Et elle est tout prise par ces mouvements très enviolants. Voilà, donc je vais vous montrer ensuite un passage d'une 3e séance où là il s'agit d'une autre séquence de jeu où ils sont pris dans une discussion. Est-ce qu'on continue le même jeu ou est-ce qu'on change de jeu? Et l'analyse qu'elle va en faire va être un moment assez clé dans le moment pivot finalement dans la prise en charge thérapeutique. Donc avant le moment que vous allez voir, elle a déjà observé une première fois la vidéo, elle a décrit un petit peu ce qui se passait, et puis on va revenir sur des points plus précis, et petit à petit, on va aller vers qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans la tête de Mathieu, et comment ce qui se passe vraiment entre eux, elle peut se l'approprier, elle peut le décrire à nouveau. Là, on n'entend pas bien ce qu'il a dit, Mathieu. Est-ce que vous avez compris? Je ne me rappelle pas. Vous lui dites, là, c'est moi qui fais, ça va pas, c'est moi qui fais, et lui, il vous dit, on fait tous les deux alors. Ah, d'accord. Là, c'est juste que le son était mauvais, donc je reformule pour elle. Ce moment-là, moi, je le trouve très intéressant parce que vous partez avec une idée différente chacun. Oui. C'était quoi votre idée à vous? Jeu à la pêche. Voilà, votre idée à vous, c'était de passer au jeu à la pêche. Oui. Parce que là, vous aviez l'impression de tout faire toute seule. Oui. Et puis lui, son idée, c'était... Faire la voiture. Il voulait une voiture. Lui, il voulait que la voiture soit finie. Oui, voilà. Et à la fin de cet échange, vous arrivez à quoi? À convaincre, non, à négocier. Ah! Et oui, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Vous ne l'avez pas convaincu, vous avez négocié. Oui. Vous avez discuté tous les deux. Il a senti ce qui était important pour vous, c'était de faire quelque chose ensemble. Vous l'avez dit plusieurs fois, que vous vouliez faire quelque chose ensemble. Et il l'a entendu et il vous dit, d'accord, moi ce qui est important pour moi, c'est la voiture. Mais dans ce cas-là, on fait ensemble. Moi, je trouve que c'est très important, ça. Parce que en fait, moi oui, je ne suis pas plutôt négociée. Je donne les ordres, en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, on va arrêter là, merci. Donc vous voyez qu'on va pas à pas, elle reformule les choses et puis ensuite elle a ce mouvement de regard sur elle-même où elle peut décrire comment, authentiquement, comment elle a l'impression de fonctionner. Effectivement, elle reconnaît cette part de contrôle et de maîtrise qu'elle a dans l'interaction. Et puis ensuite, dans le déroulé de ce visionnement, justement, on va pouvoir commencer à détricoter un petit peu ce qu'il en est de aider un enfant en respectant ses besoins, d'être dans une position de contrôle. Et cette séquence où finalement il y a de la négociation et où elle peut prendre en compte aussi la demande de son fils avec l'idée qu'il avait de construire quand même quelque chose qui partage avec sa mère et ils ont réussi à faire ce choix ensemble et finalement à construire cet objet ensemble, de pouvoir s'appuyer sur ce vécu pendant la séance est un moment important pour qu'elle réalise que finalement aussi quand elle lui laisse un peu de jeu justement et un peu de pouvoir de décision, ça va pas forcément être quelque chose d'explosif qui va générer des troubles du comportement parce que c'est certainement probablement sa crainte. Voilà, donc là on a été dans un accompagnement à travers le fait de lire la vidéo et de la description petit à petit, je vais l'amener dans cette séance-là, à parler aussi de ses émotions, comment elle vit les choses quand elle arrive justement à ce temps de négociation et comment elle peut l'éprouver. Et je vous montre la dernière séance, juste pour que vous voyez un petit peu l'évolution qui est très courte. Là, on n'entend pas bien ce qu'il a dit, Mathieu. Est-ce que vous avez compris? Je me rappelle. C'est la 4 ? Oui, vidéo 4.
Non, mais c'est vidéo 4, pardon. Non. Elle est très courte, mais le temps d'attente. Voilà. Doucement. Bam. Non, ça fait mal. Non. Regarde, j'ai tout l'agression. Tu vas me faire mal, manucure. Voilà, donc vous voyez que du côté de l'enfant, l'impulsivité, l'excitabilité sont toujours là, mais en tout cas, madame est beaucoup plus congruente quand il est un peu trop excitant, elle arrive à lui mettre une limite plus rapidement et plus vraiment synchrone avec le comportement qu'a son fils, et puis surtout, elle a introduit de la surprise, du jeu, il y a vraiment un moment de plaisir partagé, ce qui n'était pas du tout le cas dans les premiers échanges interactifs. Donc elle aussi, elle va pouvoir, à la fin de cette partie de prise en charge, reconnaître des bénéfices, à la fois dans leur interaction, dans le soutien qu'elle a ressenti, elle, dans sa fonction maternelle, à travers ces 8 séances qui se sont échelonnées aussi sur quelques mois. Voilà, je vous remercie. Et donc, la parole est à Paola Velasquez. Bon, vous voyez, nous étions très enthousiastes de vous montrer les différentes facettes de cette technique, donc il nous reste juste 5 minutes pour la discussion. Merci. J'en prends deux. Ouais, prenez ce que vous... J'en prends deux pour remercier beaucoup Bérangère d'avoir organisé ce symposium. Enfin, personnellement, je le trouve très beau. J'espère que c'est partagé par tout le monde. Très beau symposium. Donc, merci à tous les intervenants. J'ajoute que ce symposium, dans le cadre de ce colloque, il est quand même sous l'égide aussi de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Peut-être pas marqué sur le programme, mais enfin, c'est un fait. Et puis moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts quand même depuis les études de Genève. À l'époque, dans les années 90, il y avait eu tout un travail, que chacun s'en souvient, pour essayer de voir qu'est-ce qui était plus efficace entre les guidances interactives ou les psychothérapies d'inspiration, les psychothérapies parents-bébés d'inspiration psychanalytique. C'était une énorme méthodologie qui finalement avait abouti au fait que c'était un petit peu un effet comparable. Aujourd'hui, la question n'est plus du tout celle-là, et merci beaucoup Bérangère d'animer ce courant de recherche. La question, c'est de savoir quoi pour qui. Et probablement, ce n'est pas une question d'efficacité comparée, mais d'indication qualitative. Et moi, je résume un peu les choses à ma façon. Je trouve que pour les parents, on est toujours dans la question d'une recherche d'effet miroir, leur montrer quelque chose de leur fonctionnement et les faire accéder, les aider à accéder à une réflexivité. Mais il y a des parents qui peuvent se voir dans les mots. Je pense à l'intervention d'Elsa. Il y a des gens qui peuvent se voir dans les mots et dans l'imaginaire. Et puis il y a d'autres qui ont besoin de se voir dans les images. Et ça permet un travail comme ça, pas par pas, pas à pas, tout à fait précis et positif. Merci beaucoup. Les lecteurs n'entendent pas. Oui, c'est un petit peu dans le prolongement de ce que Bernard a dit. C'est-à-dire que, en fait, moi, je trouve que vraiment cette technique que j'ai découvert grâce à vous il y a quelques temps et que je trouve vraiment passionnante, je me demandais finalement si dans la société d'aujourd'hui, et aussi de ce que je vois dans les relations même de travail institutionnel et autres, faire confiance au regard de l'autre pour entendre quelque chose de soi est devenu quand même plus difficile, j'ai le sentiment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une telle inquiétude narcissique chez beaucoup de personnes que quand ne serait-ce que poser la question, enfin moi je vois parfois dans les relations avec l'équipe, de poser la question sur une façon de faire est vécu tout de suite comme une possible critique quand on questionne. Et que ce que je trouve, et peut-être que ça montre aussi pourquoi dans les mécanismes de clivage, comme vous avez pu montrer, aujourd'hui peut-être on a besoin d'avoir recours à ces nouveaux outils pour passer par quelque chose du voir ensemble, pour pouvoir penser ensemble. Alors que n'offrir que le regard du thérapeute finalement,
comme surface interactive est plus difficile pour un certain nombre de familles. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, là, il y a deux choses dans ce que tu pointes. C'est d'abord, effectivement, la position du thérapeute qui change. Hein. On est avec le patient à réfléchir ensemble. On n'est pas détenteur d'un savoir qu'il peut nous imaginer qu'on a en tête et qu'on va lui asséner. Donc, la manière de travailler est différente. Et l'usage de la vidéo représente un tiers, en fait, parce qu'on leur explique aussi qu'on se filme pour notre supervision. Donc, il y a aussi l'idée que nous-mêmes, on est à l'œuvre dans notre travail et qu'il y a d'autres qui regardent pas eux, mais notre manière à nous de travailler. Et ça, c'est aussi assez rassurant, je pense, pour eux. Et on a très peu de familles qui refusent l'usage de la vidéo, que ce soit dans des consultations classiques ou en guidance interactive. Il y a vraiment quand il y a des éléments de persécution qui le refusent, mais sinon, c'est plutôt quelque chose de rassurant. On a peut-être le temps. À quel moment Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête, mais on pourra peut-être poursuivre les échanges après. Merci à tous de votre attention. Merci.